Et donc je cède le manche ou la barre à l'animateur de ces premières assises, donc Christian Buchet. Merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs. Donc, comme vient de le préciser le Président Bal, j'ai le grand plaisir d'animer ces premières assises des énergies marines renouvelables. J'ai été journaliste pour avoir été en charge sur Europe 1 de la première éditoriale quotidien sur le développement durable il y a quelques années, et je suis directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Alors bien sûr, comme chacun d'entre vous ici, je suis un ardent défenseur des énergies marines renouvelables, promise un bel avenir pour deux raisons de fond au niveau de la planète. D'abord, une forte croissance démographique. On n'était qu'1 milliard en 1804 à l'époque de Napoléon Ier. Nous sommes depuis octobre 2012 7 milliards. Nous serons 8 milliards en 2025. Et la planète devrait culminer à 9 milliards 1 aux alentours de 2050, pour après se situer entre 8,7 et 8,3. Ce qui veut dire que, d'une part, il y a un besoin accru, bien évidemment, 2 milliards d'êtres humains en plus d'ici 2050 d'énergie. Et ce qu'on oublie trop souvent de préciser, c'est qu'en 2025, donc dans 11 ans, 75% de cette population mondiale va se trouver sur une bande littorale de 75 km, 2 fois 75. Sauf qu'on sera en 2025, comme je l'évoquais, 8 milliards. Et ce sera même en 2050 80% de la population mondiale qui sera sur cette même bande littorale de 75 km. Et ce qui est vrai pour le monde est également vrai pour la France. Tous les départements littoraux ne cessent de croître démographiquement et, le président l'évoquait, la France se trouve au fait, en quelque sorte, de son extension territoriale, puisque jamais notre pays n'a été aussi grand qu'il ne l'est depuis 1994, depuis la création des zones économiques exclusives, qui fait de notre pays la deuxième zone maritime au monde, le deuxième domaine maritime au monde. C'est dire que nous avons là énormément d'opportunités et, comme l'évoquait le président Bal, nous avons là une filière d'excellence que nous allons découvrir tout au long de l'après-midi. Une après-midi qui va être décomposée donc en deux tables rondes. Une première table ronde sur l'état des lieux et les perspectives, bien sûr, des énergies marines renouvelables dans leur diversité. Et une deuxième condition, lever l'ancre, pour voir quelles sont les conditions nécessaires pour que très rapidement notre embarcation trouve sa pleine vitesse. Alors j'ai grand plaisir à demander de me rejoindre donc sur l'estrade les intervenants de la première table ronde. Donc Rémi Gruet, donc merci de bien vouloir prendre place de l'ensemble, chacun d'entre vous, Damien Siès, Jacques Jamard, Yvan Faucheux, Benjamin Galzo, Jean-Marie Poinboeuf et Madame la Ministre Brigitte Girardin. Là, dans cette première table ronde, nous allons essayer de répondre tous ensemble à un certain nombre de questions. Je vais en les évoquer toutes, bien sûr. Chaque intervention va y répondre à quelques questions spécifiques. C'est comment les professionnels, mais également les pouvoirs publics français se mobilisent pour créer, bien sûr, une filière industrielle nationale. Quels sont déjà les premiers retours d'expérience? Quelles sont les perspectives à l'horizon 2020 et pourquoi pas 2030? Quelles retombées économiques? Car bien sûr, on attend également beaucoup en termes d'emploi. Voilà en quelques questions de notre première table ronde. Alors, la tâche difficile va revenir à Rémi Gruet, d'intervenir le premier. Rémi Gruet est directeur politique et opérationnel de l'Association européenne des énergies marines. Merci de votre présence. Ce qu'on vous demandera peut-être pour planter le décor de cet état des lieux, c'est de nous faire un état des lieux des énergies marines renouvelables en Europe et puis nous dire aussi quel est le rôle de l'Europe dans cette affaire et peut-être, pourquoi pas, puisque vous venez de loin, la vision de la Commission européenne sur les énergies marines renouvelables. Merci Christian, bonjour tout le monde. Effectivement, je vais commencer par une bonne nouvelle puisque le support, le soutien politique au niveau européen pour les énergies marines n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Donc pour vous dresser un petit panorama, bon, en gros nous sommes l'Association européenne des énergies marines, nous sommes les représentants du secteur au niveau institutionnel européen. Nous avons l'objectif de promouvoir l'émergence d'un nouveau secteur industriel en Europe et de travailler avec les institutions européennes et les institutions nationales en collaboration avec, par exemple, le syndicat des énergies renouvelables pour la France, pour arriver à cet objectif. Et en fait, vous disiez quel est le rôle de l'Europe. Et donc, cette bonne nouvelle, je vais la décliner en deux parties. Le rôle de l'Europe, comme Jean-Louis Bal l'a souligné, c'est d'une part de payer le prix du progrès technologique. Donc, en fait,
Le développement technologique est extrêmement important. On l'a vu dans l'éolien, et c'est vrai aussi sur les énergies marines. Ceux qui ont un avantage technologique ont un avantage sur le marché local, sur le marché européen et aussi à l'export. Donc le rôle de l'Europe, c'est d'abord de continuer à nourrir cet avantage technologique avec par exemple le programme de recherche. Donc pour vous donner quelques chiffres, puisque dans l'industrie quand même on aime bien parler de gros sous, le FP7, le programme de recherche européen, a fourni 41 millions d'euros pour les énergies marines, hors éolien. Je parle de donc tout ce qui est hydrolien, marémoteur, houlomoteur, haute-tech et gradient de salinité. Avec 23 millions qui sont encore en négociation. Il y a aussi des programmes qui sortent non pas des fonds de recherche directement, mais par exemple du système d'échange de quotas de CO2, qui est destiné à réduire les émissions de CO2, qui a fourni 60 millions d'euros pour les énergies marines. Pour 2020, le programme a changé de nom, il s'appelle maintenant Horizon 2020, et il y a une enveloppe de 600 millions d'euros pour les énergies renouvelables, de manière générale. Et donc cette fois-ci, l'argent n'est plus étiqueté par technologie, il est étiqueté plutôt par niveau de développement technologique, et donc les énergies renouvelables sont en compétition, entre guillemets, pour cet argent-là. Et il y a entre autres sur d'autres sujets également une enveloppe de 300 millions par exemple sur le côté maritime plutôt, donc moins orienté énergie renouvelable, mais qui peut être très intéressant aussi pour la supply chain et pour les acteurs locaux. Voilà, donc ça c'est les choses qui sont du côté développement technologique. De notre côté, au niveau industriel et au niveau de l'association, on a monté pour orienter un petit peu ces décisions, puisque évidemment la question suivante c'est comment est-ce qu'on alloue cet argent, à qui et sur la base de quels critères. Et pour ça, il faut avoir une certaine connaissance du secteur industriel. Et donc c'est là où nous on intervient. Et nous avons monté donc un groupe d'acteurs industriels qui comprend tous les Français principaux pour essayer d'aider la Commission à orienter les prochains programmes de travail de Horizon 2020, qui sont donc les programmes qui vont déterminer quel type de technologie et quel type de projet peuvent recevoir cet argent. Voilà. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette approche, on a lancé ce qu'on appelle une plateforme technologique, qui est un instrument européen qui permet au secteur de se regrouper et d'avoir une légitimité accrue vis-à-vis des institutions européennes, puisque ce n'est plus une association de membres, mais c'est complètement ouvert, donc c'est-à-dire que vous, dans la salle, n'importe qui peut participer à la plateforme technologique à condition d'avoir une légitimité technologique. Et donc cette plateforme technologique, nous l'avons lancée en novembre l'année dernière à notre conférence annuelle, qui sera à Paris cette année. Et nous sommes en phase de recrutement de membres. Et donc l'objectif de cette plateforme technologique, c'est justement de définir les sujets de recherche sur lesquels il faut lancer les priorités au niveau européen. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu sur le côté développement technologique. Encore une fois, avec l'objectif avoué d'augmenter l'avantage technologique européen et d'avoir une mainmise sur le marché, comme on l'a vu sur l'éolien. Pour donner un exemple, les 90% des éoliennes implantées en Europe sont des éoliennes qui sont fabriquées par des producteurs européens. Et autant que je sache, au jour d'aujourd'hui, cette part monte à 100% pour les éoliennes offshore. Donc c'est absolument quelque chose qu'on aimerait répliquer sur le côté énergie marine. Voilà, et le deuxième rôle de l'Europe, c'est l'après-développement technologique, c'est-à-dire la commercialisation et l'arrivée au marché. Puisque entre le prototype et la phase de commercialisation, il y a toujours un petit problème. On manque de financement pour passer à une vision plus large des choses, pour développer des outils de production de masse, etc. etc. Et donc l'an dernier, en tant qu'association, nous avons lancé un papier qui était notre vision paper, notre papier de vision qui demandait aux institutions de travailler sur 3 sujets. Donc d'une part la technologie, bon, on en a déjà parlé, d'autre part les financements et les marchés, et troisièmement, tout ce qui est procédure. Donc ça peut être études d'impact environnementaux, procédures de permis, etc.
Et donc ça, c'était notre demande envers la Commission européenne. Et en janvier cette année, la Commission européenne a lancé une communication dans laquelle elle propose à l'industrie et aux institutions de travailler ensemble sur 3 thèmes: la technologie, la finance et les procédures. Donc effectivement, on est arrivé à nos fins à ce niveau-là. Et vendredi dernier, ce forum pour les énergies océanes s'est rencontré pour la première fois, et avec un objectif simple, à la fois simple et aussi ambitieux, de comprendre les problèmes du secteur, de leur trouver des solutions et aussi également d'implémenter ces solutions. Et donc, pour implémenter les solutions, il faudra à la fois des industriels et le secteur. Voilà, donc ça, c'était un petit peu les choses qui se passent en ce moment au niveau européen. Le message que j'aurais pour conclure peut-être, le message que j'aurais envers les industriels qui sont dans la salle, c'est de vous impliquer le plus possible au niveau européen. Vendredi dernier, nous avions 3 représentations de la Commission qui étaient là. Il y avait la Direction Générale Énergie, la Direction Générale Maritime et la Direction Générale Recherche, qui sont les 3 plus importants pour le développement des énergies marines. Donc qui étaient tous là avec un niveau directeur ou directeur général, donc très très élevé au sein de la Commission européenne. Et ce qui, bon, évidemment, le soutien politique c'est très bien, mais ce qui dénote aussi d'une volonté derrière de transcrire ce soutien politique dans des actions qui peuvent être financières ou donc législatives. Voilà, donc pour le secteur, de vous impliquer, et pour les institutions, même message, impliquez-vous aussi. On a besoin absolument des institutionnels dans ce débat-là, puisque l'industrie elle-même, toute seule, n'arrivera pas à combattre un certain nombre, entre autres au niveau des procédures, des problèmes que le secteur rencontre aujourd'hui. Voilà. Et les bénéfices, j'en profite pour saluer la région Basse-Normandie, les bénéfices du secteur au niveau local sont tout à fait attendus. On en a déjà entendu parler tout à l'heure. Et il est absolument intéressant que à la fois les gouvernements et les régions s'impliquent au niveau européen sur ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup Rémi Gruet. Alors je crois que savoir qu'il y a une directive cadre en ce moment en préparation sur la planification spéciale et la cohabitation des usages. Où en êtes-vous exactement? Quelque chose qui se prépare? En fait, les directives qu'on suit plus particulièrement en ce moment sont des directives qui sont plus, bon, il y a eu qui ont un impact plus immédiat sur le secteur. Donc il y a une directive sur les études d'impact environnementaux qui vient d'être révisée. Il y a une révision en ce moment des objectifs à 2030. Enfin, c'est pas une révision, c'est une révision des objectifs 2020 où c'est une définition des objectifs à 2030 qui sont extrêmement intéressants pour l'éolien par exemple, et qui peut-être pour les énergies marines auront un impact moindre, même si clairement les objectifs à 2020 ont eu l'impact de permettre aux États membres d'identifier quelles étaient leurs ambitions à ce sujet-là. Donc c'est un petit peu sur ces sujets-là qu'on travaille le plus en ce moment. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Damien Siès, qui est directeur adjoint production énergie durable à l'ADEME. Alors, monsieur Siès, 2 questions, si vous voulez, pour lancer votre propos. Quelle est la vision, bien sûr, de l'ADEME pour les énergies marines renouvelables en France? Et peut-être de façon plus concrète, très concrète, quelles actions l'ADEME va-t-elle lancer, ou est-elle en passe de lancer, pour soutenir cette filière? Merci, bonjour à tous. Alors d'abord sur la vision, c'est une vision qui est à la fois sur des problématiques énergétiques et industrielles, les deux allant très fortement ensemble. Plusieurs choses ont été dites rappelant l'ambition des enjeux de transition énergétique, que ce soit à 2020 avec 23% d'énergie renouvelable, que ce soit derrière avec 2025 et baisser la part du nucléaire dans la production électrique et ainsi de suite. Et le fait d'avoir un potentiel dans le cas de la France sur à peu près toutes les formes d'énergie marine est d'une part une possibilité, et en face de cette possibilité énergétique, un potentiel également économique. On a en France un certain nombre de compétences et de savoir-faire qu'il faut maintenant arriver à mettre ensemble entre les compétences historiques sur les métiers de la mer, sur les métiers de la mécanique, sur les métiers de l'énergie. Et les deux sont fortement liés parce que dans les scénarios que
que l'ADEME a notamment élaboré dans le cadre du débat l'an dernier sur la transition énergétique. L'évaluation derrière macroéconomique des scénarios qu'on a faits montre qu'il y a non seulement une nécessité de faire cette transition énergétique, mais également des avantages, des intérêts. Typiquement à 2030, la feuille de route qu'on a mise sur la table peut représenter plus de 300 000 emplois à l'échelle de la France, créés en plus par rapport à un scénario de business as usual énergétique. Mais une des conditions essentielles, parce qu'il y a toujours des conditions quand on fait un scénario et une modélisation, une des conditions essentielles de réalisation de ce scénario est d'arriver à ce que les objectifs énergétiques se traduisent par une captation, si je puis dire, de la valeur ajoutée pour des acteurs nationaux. Donc on peut penser à des acteurs de toute façon quasiment non délocalisables parce qu'il faut être à proximité, que ce soit sur la maintenance, les activités portuaires, etc. Mais également les activités de type industrialisation, fabrication. Donc ça me paraît important de le souligner. Pour donner quelques chiffres, à 2030, sur ce que l'ADEME a supposé comme gisement atteignable et proposant des objectifs de transition énergétique. On a supposé qu'on pouvait atteindre un objectif de 12 gigawatts d'éolien offshore en 2030. Pour donner un ordre de comparaison, le même objectif en 2030 sur l'éolien terrestre est de 34 gigawatts pour l'ADEME. Donc ça veut dire que dans le total éolien en France, on aurait probablement... Ce sont des objectifs métropole seule. C'est un objectif qui a été fait métropole seule pour être comparable à d'autres exercices. Donc on pourrait aussi se poser des questions en ajoutant le périmètre outre-mer. Donc vous voyez que ça fait un éolien avec un quart d'offshore, principalement probablement à 2030 sur de l'éolien posé, mais on pourra en reparler parce que je crois qu'une des questions pour l'éolien flottant d'arriver éventuellement à venir plus vite que cette proposition, que cette estimation réside sur sa capacité à baisser notamment ses coûts et à prendre éventuellement des parts peut-être plus vite que prévu. On a eu jusqu'ici, par rapport aux feuilles de route 2020, autant certaines filières sont en retrait par rapport aux objectifs, on peut penser par exemple à l'éolien terrestre, autant d'autres sont en avance parce qu'elles ont réussi à baisser leurs coûts plus vite que prévu, c'est le cas du photovoltaïque dont on parle souvent. Donc voilà sur la partie éolienne. Sur les autres technologies, les chiffres sont forcément un peu plus modestes sur 2030. On pense que l'hydrolien peut quand même représenter 1 gigawatt installable en 2030. Et puis le houlomoteur peut-être 200 mégawatts en 2030. Par contre, si après on va sur 2050, où là on s'est posé là aussi la suite, si vous voulez, de l'histoire dans des hypothèses compatibles avec l'atteinte du facteur 4. Le houlomoteur a un potentiel très important pour aller éventuellement jusqu'à 10 gigawatts sur les côtes françaises, pour 3 pour l'hydro, où il peut venir plus vite, mais le nombre de sites est globalement plus limité. Et puis l'éolien globalement offshore, que ce soit posé ou flottant, pourrait représenter 30 gigawatts, là où le terrestre, là aussi pour donner l'ordre de comparaison, avec 34 en 2030 et sans doute pas si loin de la limite d'acceptabilité, peut-être à 40 gigawatts. Donc en tout cas une part très importante. Mais voilà. Comment concrètement, parce que là on a 2020-2030, c'est presque là, mais c'est encore très loin, comment tout de suite, je dirais, allez-vous pouvoir aider, je dirais, ces différentes énergies marines renouvelables à passer ce seuil un petit peu difficile qui est vraiment un démarrage et une accélération? Alors, il y a plusieurs actions, d'autant que sur ces technologies, une des particularités, il y a plusieurs particularités qui renforcent le besoin de soutien public, en particulier le fait d'être sur un domaine public. C'est évidemment la première chose, donc toutes les questions, notamment juridiques, sont importantes, et puis et de concertation, et puis la part des coûts fixes, des coûts d'installation est tellement importante que la question de lever des risques est également extrêmement importante. Donc qu'est-ce que vous allez faire sur ce point? Donc déjà on peut rappeler que l'ADEME n'a pas attendu pour lancer des choses. On a des actions sur ces sujets-là depuis à peu près 2004-2005 sur un certain nombre de programmes, sur des aspects on va dire plus R&D, que ce soit financement de thèse avec l'École centrale de Nantes, avec l'Ifremer, etc., que ce soit sur des opérations de R&D spécifiques, des projets de démonstration d'hydroliennes ou de houlogénérateurs. Les choses se sont beaucoup accélérées depuis 2009, avec d'abord le fonds démonstrateur de recherche qui a permis de financer des démonstrateurs unitaires sur un certain nombre de technologies, donc essentiellement sur de l'hydrolien et de l'éolien flottant.
Et puis se sont également accélérés avec les investissements d'avenir, dont je pense reparlera également Yvan Faucheux, depuis quelques années. Donc sur les filières qui ne sont pas à la même maturité notamment que le offshore posé, où lui, il y a une procédure vraiment plus d'industrialisation avec les appels d'offres lancés et encore en cours, mais vraiment sur des logiques de levée de verrous technologiques. Donc on a un appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé en fin d'année dernière, qui est encore en cours de traitement. Au fur et à mesure que les décisions sont prises, il y a des annonces publiques qui sont faites. Il y en a une il n'y a pas si longtemps que ça par le Premier ministre. Sur donc, notamment des briques technologiques pour vraiment aider chaque technologie à progresser, à gagner, notamment en coût. Là aussi, on va retrouver l'éolien flottant, l'hydrolien, éventuellement d'autres technologies étaient. Il y a une AMI sur l'éolien flottant ? Non, pas encore. Alors, on a eu un AMI sur des briques technologiques. Donc, par exemple, il y avait la possibilité, on a des projets en ce sens-là, de déposer un projet pour se dire, voilà, j'ai un projet pour améliorer le flotteur, développer telle ou telle technologie, etc. Et après, il y a un deuxième, au-delà de l'aspect briques technologiques ou démonstrateur unitaire, il y a également un échelon intermédiaire qui est important, sur lequel la puissance publique peut avoir un rôle, qui est l'échelon de la ferme pilote, qui peut être justement un moyen aussi, quand on pense au coût, d'être vraiment à l'intermédiaire entre le développement pur, mais qu'on ne peut pas faire uniquement à fond perdu, surtout quand on regarde la taille des machines, et puis rentrer déjà dans une logique de production. Donc sur les fermes pilotes, il existe pour l'hydrolien un appel à manifestation d'intérêt qui est en cours. On attend les réponses d'ici fin avril. Donc ça sera traité d'ici l'automne de cette année. C'est quelque chose qui est d'ailleurs en articulation avec des soutiens européens, notamment la procédure NER 300, qui également permet de financer ce type d'objet, typiquement des fermes pilotes. On sait qu'il y a des projets qui ont candidaté à cet appel d'offres européen. Ensuite, il y a effectivement une question sur le flottant qui est en cours d'examen. L'administration a lancé une consultation là-dessus. On sent une appétence assez forte à essayer de faire la même chose sur le flottant. Pour l'instant, c'est encore en cours d'examen. On n'a pas d'idée de calendrier, de probabilité, de fourchette temporelle, simplement une fourchette temporelle. De toute façon, si jamais c'est lancé, ce sera au plutôt du 2015. Après, est-ce que ça sera du 2015 ou du plus tard, etc. Enfin, c'est encore vraiment en cours d'examen. Ce qui est manifeste, en tout cas, c'est que... Mais les dernières tendances, ça serait qu'on irait plutôt vers une AMI pour l'éolien flottant. En tout cas, le message que les pouvoirs publics entendent des industriels sur ces sujets-là sont plutôt une appétence à vouloir y aller assez vite et à dire on a dans les cartons des choses vraiment sérieuses qui pouvant venir peut-être plus tôt que ce qu'avaient prévu les pouvoirs publics. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse définitive là-dessus, mais en tout cas, c'est un bruit assez fort qu'on entend et qu'on regarde de très près. Merci, Monsieur Siès, pour toutes ces précisions. La parole maintenant donc pour Monsieur Jacques Jamard, qui est président de la commission énergie marine du CER, qui est également senior vice-président de New Energy chez Alstom. Alors, comment, Monsieur Jamard, l'industrie des EMR est en train d'émerger ? Et puis peut-être question complémentaire, comment à partir de l'éolien, qu'on a déjà commencé à évoquer, va-t-on pouvoir s'en aspirer peut-être pour les autres filières, puisqu'on va traiter dans ce colloque l'ensemble en quelque sorte de la palette large qui s'offre à nous. Bien, merci Christian, bonjour à tous. Je voudrais d'abord dire que les EMR, au-delà de contribuer à la transition énergétique, représentent un formidable potentiel d'opportunités au niveau français de développer complètement une filière industrielle. Et en ce sens, la France a de nombreux atouts. Atouts d'ailleurs que Jean-Carl Deschamps a remarquablement mis en évidence tout à l'heure. Et c'est sûr que la région basse-normande est sans doute le cœur de ce développement industriel qui va se faire, notamment grâce au rat Blanchard et à l'ensemble des opérations d'éoliennes ou d'hydroliennes qui vont se faire dans la région. Je voudrais simplement faire remarquer que, et c'est suffisamment exceptionnel que pour le dire, l'ensemble des acteurs aujourd'hui vraiment se coordonnent et travaillent la main dans la main pour permettre l'émergence de cette filière, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les pouvoirs nationaux, régionaux, les collectivités, les industriels,
et chez nombre de participants qui, aujourd'hui, notamment dans la partie un peu plus armement, bateau qui devra suivre, on sent déjà une impatience de pouvoir participer à cette aventure, même si aujourd'hui, bien sûr, tout n'est pas mûr et on manque encore de pas mal de visibilité avant de lancer de gros investissements industriels. Alors, en ce qui concerne maintenant je dirais les diverses technologies qui sont en cours de développement, on peut parler de l'éolien offshore posé, qui est je dirais une technologie relativement mûre, qui a déjà fait quelques preuves. D'ailleurs, l'État a considéré qu'il n'était plus nécessaire de passer par des fermes pilotes. On est passé directement en 2011 à un appel d'offres de 2 gigawatts, remporté par des groupements essentiellement français. Et un nouvel appel d'offres est en cours pour 1 gigawatt complémentaire sur 2 sites, le premier concernant 4 sites. Donc c'est une filière qui aujourd'hui existe technologiquement parlant. Bien sûr, il y a encore des choses à améliorer, mais technologiquement parlant, ça existe. Et on voit l'émergence aujourd'hui d'usines, d'installations industrielles, que ce soit à Cherbourg, à Saint-Nazaire ou au Havre. L'ensemble des acteurs étant en train de s'organiser afin de faire en sorte que d'ici relativement peu de temps, quelques années, on puisse produire en quantité industrielle ces éoliennes. Bien sûr, en accompagnement de ces industriels, des activités comme le port de Cherbourg s'adaptent également. D'autres environnements appartenant aux collectivités se mettent en ordre de marche. Et il y a une vraie dynamique qui se fait jour dans l'éolien offshore posé. Ce qui permet à cette technologie, bien sûr, d'être un peu le grand frère, le précurseur des autres technologies qui vont suivre. Alors, ensuite, et toujours par ordre de maturité, on pourrait parler de l'hydrolien. On a déjà commenté tout à l'heure, notamment sur les appels d'offres. Il y a eu des appels d'offres pour des briques technologiques qui sont en cours de réalisation. On a, que ce soit en France ou en Angleterre, des projets prototypes qui existent et qui permettent de démontrer la validité des concepts. Maintenant, nous sommes en train de répondre, l'ensemble des industriels, à l'appel d'offres, l'AMI, qui devrait être rendu pour fin avril. Nous espérons une réponse de l'État français pour à peu près le mois d'octobre, je pense. Et puis malheureusement, il faudra encore repasser par Bruxelles et sans doute attendre mi-2015 avant d'avoir les confirmations. Parce que dans cet ensemble de choses, les structures des différents États et de Bruxelles et les règles et les procédures, tu parlais tout à l'heure des process, c'est malheureusement quelque chose avec lequel il faut absolument jouer. Et il est vraiment important que nous puissions accélérer au maximum cette démarche, de manière à pouvoir entrer dans le vif du sujet, qui est de construire les usines, de développer cette filière, de recruter les experts nécessaires, de faire travailler nos universités et autres laboratoires pour affiner complètement ces produits. Et puis, l'étape suivante derrière cette AMI, ce sera de rentrer dans la logique des fermes commerciales. De même d'ailleurs que, et si je reviens un instant sur l'éolien posé, il est sûr que là, nous avons potentiellement 3 gigawatts lancés. L'ambition, notamment au niveau du CER pour l'éolien posé, était d'avoir une feuille de route qui permette d'arriver à 15 gigawatts. L'ADEME en voit 12. Bon, ma foi, on ne va pas chicaner pour 2-3 gigawatts à 15 ans de distance. Je pense que chacun y voit une quantité suffisante, en tout cas, que pour permettre l'émergence d'une vraie filière industrielle.
La même chose côté hydrolien, l'État n'a pas défini de valeur. Vous dites 1 giga, ça peut être 1. Globalement, on considère qu'il y a entre 3 et 5 gigas de potentiel en France. Si nous pouvons, d'ici 15 ans, en exploiter 1, je préférerais 2, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à des quantités importantes parce que c'est la condition nécessaire pour que les industriels apprennent et permettent par un effet de courbe d'apprentissage, permettent de réduire drastiquement le prix de ces machines. Parce qu'au final, ces industries ne survivront que si elles sont compétitives. Et entre autres, se développeront aussi à l'international si elles sont compétitives. Donc derrière l'hydrolien, nous avons l'éolien offshore flottant. Alors là, on l'a déjà dit tout à l'heure, ce sont des énergies qui commencent à se développer. Il y a des manifestations d'intérêt de la part des industriels, pas encore d'appel à manifestation d'intérêt de la part de l'État, mais on peut espérer que ça vienne rapidement. Il y a un gros potentiel et quelque part une bonne partie de l'expertise qui sera développée sur l'éolien offshore posé pourra servir à accélérer la connaissance de l'éolien offshore flottant. Je voudrais aussi mentionner un peu plus tard le houlomoteur. Alors, le problème de houlomoteur aujourd'hui, c'est que technologiquement parlant, on n'a pas encore fait la percée qui permette de rendre cette technologie commercialement compétitive. Il y a encore pas mal de travail et je pense que c'est un débat pour la décennie 2020 plus qu'autre chose. Ceci étant, il y a dans le monde et notamment dans les îles un fantastique potentiel d'énergie bien supérieur d'ailleurs à celui des hydroliennes. La difficulté étant de capturer de l'énergie de vagues dans des conditions économiquement viables, ce qui n'est pas démontré aujourd'hui. Alors reste l'énergie thermique des mers, c'est plutôt une niche qui se développera dans des zones intertropicales parce qu'on a besoin de grandes profondeurs et d'un différentiel de température important. Et là aussi, ça commence à exister. Je pense qu'il y aura des applications intéressantes, mais plutôt sous forme de niche. Et dans ce domaine, la France a quelques acteurs qui s'y sont plutôt bien intéressés et ont fait beaucoup de boulot dans ce domaine. Voilà la situation. Si je devais conclure, on a un gros potentiel en France de développement de ces énergies qui s'accompagne bien sûr d'un potentiel de développement d'emploi. On peut vraiment, si je regarde au niveau international, jouer un rôle de leader dans pas mal de domaines, notamment dans la partie hydrolienne, parce qu'aujourd'hui, c'est une énergie qui doit être aidée. Des pays comme la France ont compris qu'il fallait contribuer à cette assistance. L'Angleterre aussi. Mais il y a peu d'autres pays, un peu le Canada, et beaucoup d'autres pays sont plutôt en attente. Et je pense que si nous pouvons développer cette filière en France, on pourra vraiment exporter cette compétence dans nombre de pays. Il est clair que pour que tout ça puisse émerger, il y a besoin d'un fort support et d'une grande visibilité sur les volumes, parce que sans volume, point d'industrie, personne ne va aller prendre d'engagement de construire des usines s'il n'y a aucune visibilité pour pouvoir les remplir. Et dans un premier temps, on a vraiment besoin d'un support de l'État pour qu'il puisse lancer des quantités commerciales suffisantes que pour permettre aux industriels de réaliser les investissements nécessaires. Voilà, alors, et pour revenir sur les synergies, il est clair que si vous regardez une éolienne ou une hydrolienne, il y a pas mal de synergies, il y a pas mal de communalités dans les produits. Et je dirais le point le plus important, c'est que tout le traitement en mer est assez semblable. Va requérir d'ailleurs des compétences et des expertises dans la maintenance en mer qui n'existent même pas aujourd'hui. Donc toutes ces filières vont devoir développer des expertises et des compétences assez communes, assez semblables. Et dans ce domaine, l'éolien offshore posé est vraiment le précurseur.
Merci beaucoup, Monsieur Jamard, pour ce panorama très complet de l'ensemble des énergies marines renouvelables. Et je retiens notamment de vos propos la capacité de la France à exporter un certain nombre de sa technologie. Vous évoquiez notamment l'énergie thermique des mers. C'est vrai qu'à ma connaissance, nous sommes probablement, grâce à certains efforts qui ont été faits, je pense aux démonstrateurs posés sur l'île de la Réunion à terre il y a quelques années par un groupe français que M. Poinboeuf d'ailleurs connaît très bien, nous sommes, semble-t-il, devant les Américains. Donc il y a certainement un certain nombre d'opportunités. Passez la parole à M. Yvan Faucheux. Donc vous représentez, M. Faucheux, le commissariat général à l'investissement, où vous êtes directeur du programme énergie et économie circulaire. Alors pour rien vous cacher, avec votre accord, d'ailleurs j'ai tapé programme d'investissement d'avenir, et je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours évident pour un néophyte de comprendre, c'est parfois un peu touffu, un peu compliqué. Nous en avions convenu ensemble d'ailleurs au téléphone. Alors pouvez-vous peut-être nous donner un peu la logique de ce mode opératoire et puis comment à l'avenir ce soutien, parce que derrière tout cela il y a un soutien, comment ce soutien pourra-t-il être pérennisé, qui est une question importante puisqu'on a besoin de durabilité. Bonjour mesdames et messieurs. Alors donc le commissariat général à l'investissement, je vais faire la petite page de pub personnelle, donc c'est dans les services du Premier ministre, ça gère le grand emprunt, devenu programme d'investissement d'avenir, et dont on espère que le nom lui aussi va être empreint de stabilité. Tout d'abord pour dire que le programme d'investissement d'avenir intervient sous plusieurs formes, avec plusieurs opérateurs. L'ADEME est un des opérateurs de référence dans le domaine des énergies, mais il y a également BPI France sur d'autres acteurs, ou l'Agence nationale de la recherche sur d'autres thématiques. Alors, je vais essayer de simplifier un peu le paysage d'intervention du programme des investissements d'avenir. Tout d'abord, rappeler le programme d'investissement d'avenir, c'est d'abord un programme qui est, dans le domaine des énergies, un programme de soutien à l'offre. C'est-à-dire que l'objectif des investissements d'avenir est de permettre qu'émerge une offre industrielle française compétitive, soit sur les marchés français, soit sur les marchés à l'export. Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, qui obéit par ailleurs à une logique de développement du mix énergétique, et donc qui est plutôt une politique de soutien à la demande, les énergies marines ont un avantage, et puis après je dirais quelques défauts, mais ont au moins un avantage à ce stade, c'est qu'elles relèvent d'une logique de coordination forte entre la politique de soutien à la demande, type les appels d'offres pour l'éolien offshore posés, et d'une politique de soutien à l'offre telle qu'elle peut ressortir du programme des investissements d'avenir. De ce point de vue-là, le PIA, alors pardonnez-moi l'acronyme, jusque-là dans les énergies renouvelables, c'est à peu près 350 millions d'euros d'engagés depuis 3 ans pour des programmes qui sont pour un investissement global de l'ordre de 500 millions d'euros. Donc là, j'agrège tout. Hein. J'ai sorti le pot de Ripolin et j'ai tout repeint en énergie marine. Donc ça veut dire que déjà, c'est un engagement qui est assez important dans la politique de soutien à l'offre. On intervient sous des formes très amont, qui sont souvent plutôt portées par l'Agence nationale de la recherche, et pour les technologies qui ont encore besoin de faire la preuve de leur démonstration, donc typiquement l'Institut pour la transition l'Institut pour la transition énergétique France Énergie Marine, dont on ne désespère pas qu'un jour la Commission européenne, qui d'un côté est très bienveillante pour les énergies renouvelables, mais qui de l'autre garde toujours le sabre du contrôle des aides d'État fermement accroché à sa main gauche, nous autorise la mise en œuvre. C'est renvoie plutôt à des technologies un peu exploratoires, énergie thermique des mers, rouleau moteur, et à tout ce qui concerne les études d'impact environnemental, qui, s'ils ne sont pas une technologie d'énergie marine renouvelable, n'en sont pas moins un endroit où il est indispensable de développer de la méthodologie. Parmi les risques des énergies marines, l'acceptabilité et l'impact sur l'environnement des énergies marines, ça reste un facteur de risque très important. Et au sein de France Énergie Marine, ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à mettre ensemble plusieurs acteurs pour partager une problématique commune, qu'ils soient des fervents défenseurs de l'houlomoteur, de l'éolien offshore flottant, posé, que sais-je encore. Ensuite, quand on va vers des technologies un peu plus matures, on est plutôt sur des démonstrateurs de recherche. Donc là, on tombait plutôt sur ce qu'était l'hydrolien il y a 2-3 ans, soutenu par des démonstrateurs de recherche. Là, l'objectif, c'est de financer, souvent via l'ADEME, un premier de série ou une première machine à l'échelle 1,5, enfin quelque chose qui représente la machine en fonctionnement réel. Après, quand on va un peu plus loin, c'est-à-dire que quand le développement
et de plus en plus mature, on va vers les fermes pilotes. Ça, c'est typiquement le cas de l'appel d'offres qui a été lancé sur l'hydrolien et qui se clôt le 25 avril, si tout se passe bien. Et peut-être, si le secteur en a besoin, et c'est là où je rejoins la prudence qu'a pu exprimer Damien Sis de l'ADEME tout à l'heure, si le secteur en a besoin, peut-être sur l'éolien flottant. Et enfin, après, il y a une vague d'industrialisation, où là, c'est des investissements colossaux, où l'intervention du programme d'investissement d'avenir se fait plutôt sous des formes de fonds propres, en accompagnant des industriels, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, à établir des outils industriels qui s'inscrivent dans une perspective de marché national, mais aussi dans une perspective d'export. Voilà, donc tout ça fait à peu près, comme je le disais tout à l'heure, 250 millions déjà engagés. Avec les fermes pilotes, nous allons encore avoir sans doute une centaine de millions d'euros. Alors ne me demandez pas le chiffre, il paraît qu'il y a des chiffres qui ont circulé dans des discours très officiels, mais honnêtement, je ne sais pas si on va en sélectionner 3, 2, 1 ou 0. Après tout, ça ressortira de la qualité des projets déposés. Et je crois que les énergies marines s'inscriront dans une démarche de long terme, de continuer à essayer de concilier le soutien à la demande et le soutien à l'offre. De quoi sera fait l'avenir dans les énergies marines? Ça, je dois vous avouer, je n'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a aucune technologie qui s'impose comme étant, entre guillemets, la meilleure dans tous les compartiments. Si on regarde toutes les technologies à l'aune de sa maturité technologique, de son coût, de son intermittence et de son acceptabilité par le public, aujourd'hui, il n'y a pas une technologie qui avère sur tous les niveaux. Donc je crois que, de toute façon, dans les énergies marines, le temps n'est pas venu de faire un choix en se disant on a des moyens limités et dans toute bonne politique d'investissement, il est nécessaire à ce stade de commencer à choisir la technologie sur laquelle on va mettre l'essentiel des investissements. Enfin, je voudrais terminer en disant que même si les énergies marines renouvelables s'inscrivent aujourd'hui dans une dynamique forte et un engagement de l'État important, parce que j'ai parlé du PIA, mais il faut rappeler que 1 gigawatt d'éolien offshore aujourd'hui, c'est bon an mal an à peu près 300 millions de CSPE par an, donc c'est quand même beaucoup d'argent public mis sur la table. Les énergies marines restent aujourd'hui très chères. Il y a un besoin de continuer la recherche de façon à descendre le plus vite possible la courbe des coûts pour que demain les énergies marines renouvelables soient des énergies durables au sens écologique du terme, mais au sens économique aussi. Mesdames et messieurs, merci. Merci. De quelle manière le Commissariat général à l'investissement va pouvoir apporter son aide aux lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir les aider? Par quel biais? Question que certains se posent dans la salle. D'abord de l'argent. Bon, c'est quelque chose d'assez ancillaire. Je ne sais pas si c'est un bidule avec un cycle, c'est un E avec deux barres. Donc déjà, il y a de l'argent, donc du programme d'investissement d'avenir, qui va être apporté sous forme de subvention, en plus du tarif d'achat existant sur les énergies marines. Bon, ça, c'est le premier stade d'aide, qui est important. Quelques petits euros ne font jamais de mal. Après, il y a aussi le fait de continuer à accompagner les projets pour que les projets s'inscrivent dans une dynamique qui aille jusqu'à des développements commerciaux. Et ça nécessite aussi que ces projets fassent la démonstration du coût du kilowattheure sorti, de la disponibilité du kilowattheure sorti. Là-dessus, le CGI en tant que tel ne va pas apporter une aide phénoménale, puisque le CGI, tout mouillé, ça doit être 20 personnes quand on met tout le monde ensemble. Le CGI n'a qu'un seul avantage, puis c'est aussi un inconvénient, diront certains, c'est d'être logé dans les services du Premier ministre, donc d'être en interministériel, donc d'essayer de pouvoir être un aiguillon. Nous ne réalisons pas, nous ne substituons pas au ministère, bien loin de là, mais l'objectif, c'est d'essayer de mettre en cohérence et d'essayer de faire parler les différents acteurs de l'État ensemble autour de la problématique du développement des énergies marines. Et l'objectif que nous avons collectivement, et là je pense que de ce point de vue-là, sur les énergies marines, on a l'avantage d'avoir un alignement assez fort de l'ensemble des politiques ministérielles, qu'elles soient des politiques industrielles ou qu'elles soient des politiques de développement du mix énergétique. On a l'avantage d'être plutôt dans une conjonction astrale positive. Puis enfin, le dernier rapport que pourra avoir le programme d'investissement d'avenir vis-à-vis des énergies marines, c'est le passage du steeplechase bruxellois, puisque comme je l'ai rappelé, la Commission européenne, par rapport aux énergies renouvelables, est toujours dans cette double posture
de vouloir développer les énergies renouvelables, mais aussi de contrôler les aides d'État qui y sont apportées. Par le biais des notifications communautaires que nous faisons régulièrement auprès de la DG Concurrence sur les secteurs du développement durable, un des avantages qu'on peut avoir, bon, aussi parfois un inconvénient, c'est d'arriver à faire monter le niveau de compétence globale des services de la DG Concurrence dans le domaine des énergies. Ce n'est pas neutre. Il est important qu'en face de nous, les services qui s'occupent du contrôle des aides d'État, contrôle qui d'ailleurs, je tiens à le préciser, est plutôt sain, puisque quand on manie de l'argent public, c'est pas plus mal de temps en temps de se demander à quoi il sert et s'il est vraiment utile à la personne à qui on le donne. Je referme la parenthèse et j'ai coché la croix. Mais il est important aussi que l'ensemble des services de la Commission, dans sa pluralité, soient capables d'appréhender l'enjeu que représente le développement des énergies renouvelables, à la fois sous l'angle d'une politique énergétique, et ça, je pense qu'il n'y a plus de débat au sein de la Commission européenne, mais aussi sous l'angle du développement d'une politique industrielle. Et ça renvoie très concrètement à la question de comment la Commission va appréhender le contrôle des aides d'État dans ce domaine. Bien, merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à M. Benjamin Galzo, qui est directeur adjoint à la DGCIS, qui est donc la Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services du ministère de l'économie et du redressement productif, hein, comme on dit maintenant. Alors, comment va se structurer cette filière en cours de création ? Bien sûr, question également importante, en quoi vous pouvez la stimuler? Et au-delà de tout ça, est-ce un enjeu fort, bien sûr, mais est-ce un enjeu également stratégique pour l'État? Alors, bonjour à tous, tout d'abord. Mes propos vont s'inscrire tout à fait dans la continuité de ce qui vient d'être dit par Yvan Faucheux et d'ailleurs par l'ADEME également. Ça a été rappelé sur ce sujet-là des énergies marines renouvelables. Il y a un très fort PAC, si je puis dire, des différentes administrations ou ministères concernés pour faire avancer ce dossier. Alors, les énergies marines renouvelables, c'est un triple enjeu en fait. C'est un enjeu énergétique, ça a été rappelé par beaucoup des intervenants. C'est aussi un enjeu économique et un enjeu industriel. Le potentiel, il est très clairement important sur le papier, si je puis dire. Mais derrière, il y a effectivement un certain nombre de conditions économiques, c'est-à-dire arriver à obtenir des coûts de production et des prix raisonnables, et des enjeux industriels, avoir une base industrielle performante pour réaliser ces projets. Et les trois, évidemment, doivent cheminer ensemble. On ne peut pas mettre un des éléments avant l'autre, et on doit faire progresser ces trois aspects. Alors, la stratégie qui est développée, je dirais, il y a 4 éléments. On joue un petit peu sur tous les tableaux, et on est un peu obligé de jouer sur tous les tableaux parce qu'il y a des questions, et ça a été dit aussi, de maturité différente de ces énergies. Et alors, on ne peut pas non plus attendre que l'ensemble de ces énergies ait atteint le degré de maturité souhaité et entièrement atteint leur courbe de coût, si je puis dire. On est obligé de prendre des paris, on est obligé d'avancer. Alors, c'est pour ça qu'on avance sur différents compartiments du jeu, si je puis dire, mais avec des volumes d'engagement financier qui sont différenciés. Alors, le premier et le plus gros volume d'engagement, finalement, on en a assez peu parlé jusqu'à présent, c'est le déploiement, je dirais, à très grande échelle, et c'est aujourd'hui donc les appels d'offres pour l'éolien offshore posé. Alors, ça paraît évident, anodin, mais on parle, et Yvan l'a dit, d'investissements absolument considérables, de plusieurs milliards d'euros. On atteint la dizaine de milliards d'euros. Donc là, on joue avec des projets industriels qui sont colossaux. Et il ne s'agit pas simplement d'avoir fait les appels d'offres, il faut les réussir, il faut installer les éoliennes, il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit fait dans les temps et dans les coûts. Et là, le défi, il n'est pas évident. Alors, comment tout cet élément-là a été préparé? D'abord, il a été préparé très en amont, parce que dans ces appels d'offres, et c'est un élément très important de la stratégie qui a été conduite par les pouvoirs publics, dans ces appels d'offres, les critères industriels, les critères de qualité des offres industrielles ont été inclus. Et donc là où le tissu industriel, ce qui est structurant, j'allais dire au départ pour le tissu industriel, c'est d'avoir pensé ce déploiement des appels d'offres éoliens offshore en intégrant la dimension industrielle. Et ça, pour ce qui concerne le ministère que je représente, donc de l'économie et du redressement productif, c'est une démarche, j'allais dire, exemplaire des énergies marines renouvelables et que nous souhaitons étendre d'ailleurs à d'autres types d'énergies renouvelables pour avoir vraiment une bonne
une bonne cohérence entre l'objectif énergétique et l'objectif industriel. Donc c'est là où je dirais une grosse partie du travail se fait. Alors simplement, il ne suffit pas de mettre des critères industriels, il faut aussi accompagner les porteurs de projets et le tissu industriel pour que ça fonctionne. Sur ce plan-là, j'allais dire, le milieu maritime et le milieu des énergies renouvelables sont rentrés en synergie. Et je veux dire qu'il y a eu vraiment un travail absolument considérable qui a été fait par le syndicat des énergies renouvelables, mais aussi par le GICAN, par le cluster maritime français, par les grands groupes qui ont pris, j'allais dire, ces contrats ou qui sont en train de prendre ces contrats pour les appels d'offres éoliens offshore, et avec le tissu des PME. Donc il y a un gros travail qui a été fait de recensement de la capacité de notre tissu industriel à répondre à la demande. On parle de plusieurs centaines de TI ou de PME qui n'étaient pas forcément d'ailleurs initialement dans cette activité-là, qui était dans les activités traditionnelles, mais sur lequel il y a un travail de recensement qui a été fait pour voir où étaient les compétences, où étaient les différents outils industriels pour réussir ces projets. On a également lancé, donc, avec le syndicat des énergies renouvelables, un programme spécifique qui s'appelle Wind Industry, qui vraiment consiste à accompagner des PME qui n'étaient pas nécessairement dans cette activité-là vers les activités énergie marine renouvelable. Donc là aussi, donc, cheminement conjoint de ces appels d'offres et un travail en filière avec l'ensemble des acteurs pour avoir un tissu industriel performant. Au niveau plus global, d'ailleurs, il y a également, je pense que Laurent Michel en parlera tout à l'heure, une commission nationale des énergies marines renouvelables qui s'est réunie à l'automne dernier et qui permet à l'État, j'allais dire, d'exprimer vis-à-vis des industriels sa vision, de donner de la visibilité, d'indiquer quels sont les calendriers. Alors, tous les calendriers ne sont pas déterminés, mais il y a une certaine feuille de route, une certaine prévisibilité dans l'ensemble de ces dispositifs. Et là aussi, je crois que c'est assez exemplaire parce qu'il est important que les industriels connaissent bien ces différents dispositifs. Alors, troisième étage de la fusée, je serai plus court parce que Yvan en a déjà parlé, c'est la partie des démonstrateurs. Alors, les démonstrateurs, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement pour des technologies qui ne sont encore pas suffisamment mûres, où il y a trop d'incertitudes pour pouvoir lancer un appel d'offres, trop d'incertitudes parce qu'il y a plusieurs solutions technologiques, parce que les coûts sont encore incertains, eh bien, on prend le pari de faire à une échelle plus réduite un mini appel d'offres, je dirais, et pour pouvoir explorer un petit peu le domaine. Et donc, en particulier, c'est le cas des hydroliennes. Et évidemment, dans cet appel d'offres, on sera, comme pour les appels d'offres en vraie grandeur, si je puis dire, très attentif à la qualité de l'offre industrielle qui sera remise. Enfin, dernier étage, la R&D. La R&D, donc, c'est en grande partie le programme d'investissement d'avenir, mais il y a également au sein des pôles de compétitivité des projets donc souvent de plus petite ampleur en termes financiers, mais qui sont néanmoins importants. Il y a également des clusters européens, les clusters Eureka. On a parlé du programme Horizon 2020, mais il y a aussi des travaux en cluster européen. Et tout ça, bon an, mal an, pour la R&D, ça fait une centaine de millions d'euros entre les projets du PIA plus les projets de R&D que j'ai signalés. Donc, j'allais dire, c'est un ratio raisonnable. Quand on investit ou quand on s'apprête à investir des milliards, il faut avoir, en termes de R&D, une préparation. Donc, vous voyez, j'allais dire, notre démarche industrielle, elle est bien à tous les stades et en jouant sur l'ensemble des compartiments et en adaptant nos démarches à la maturité des différentes énergies renouvelables. Merci. Alors, dernière petite question. Dans le programme européen NR300, j'ai remarqué que peu de projets français ont été retenus. Donc, une question à partir de ça. Que mettez-vous en œuvre plutôt pour favoriser les chances de succès de projets français ? Ce qui n'est pas toujours simple, on l'évoquait au niveau européen. Alors, bon, NER300, c'est un cas un petit peu particulier parce que, comme vous le savez peut-être, l'ampleur du soutien à ce programme a été incertain un peu jusqu'au bout, y compris parce que d'ailleurs son financement est assis sur des crédits carbone dont le prix lui-même varie. Donc NER300 a été quelque chose d'un peu particulier et accessoirement d'ailleurs
les difficultés de ce programme n'ont pas eu lieu que pour les industriels français. Il y a beaucoup de programmes, notamment en capture ou stockage de CO2, qui ne sont pas des énergies marines renouvelables, mais qui sont aussi dans NER 300, qui se sont complètement écroulés, si je puis dire, du fait des difficultés ou de la structure de ce programme. Mais en règle générale, ce que l'on fait, et ce que l'on a fait pour NER 300, et ce que l'on fait pour les programmes Horizon 2020 ou PCRD, c'est en fait d'accompagner, d'aider les industriels. Ce n'est pas l'État qui répond à la place des industriels, et j'allais dire, ça ne serait pas sain que l'État se substitue aux industriels. Ils ont évidemment besoin, et c'est nécessaire qu'ils rentrent dans des partenariats européens, qu'ils soient en contact avec la Commission, mais on leur apporte tout le soutien, tout l'appui, et il est clair qu'on a besoin de s'améliorer. Il est clair aussi que le fait qu'on ait fait un très gros effort en national avec le programme d'investissement d'avenir, ça peut créer aussi un effet d'éviction vis-à-vis des projets européens. Parce que dans la plupart des autres pays européens, il n'y a pas l'équivalent du programme d'investissement d'avenir. Et donc les industriels, si je puis dire, qui ont beaucoup plus faim pour aller au niveau des programmes européens. Mais néanmoins, on souhaite quand même que les industriels français se positionnent fortement sur ces appels d'offres. Le fait que nous-mêmes, on ait investi en amont sur un certain nombre de sujets, je pense que ça nous met en position, dans le cadre d'Horizon 2020, enfin en tout cas ça met en position nos industriels d'aller remporter des contrats au niveau de l'Europe. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Jean-Marie Poindove, donc, qui est membre de l'Académie de Marine, qui est président du GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales. Alors, Jean-Marie Poindove, dans quelle mesure est-ce que les EMR sont une chance pour la filière navale? Ça a été déjà évoqué, mais la réponse vous appartient. Oui, alors, si vous me permettez, je dirais, c'est plus qu'une chance, c'est la chance. C'est la chance de la filière navale. Comme vous le savez, la filière navale est une filière qui reste une filière significative en France, hein, avec 70 000 emplois, 10 milliards de chiffre d'affaires, mais dont l'activité aujourd'hui est réduite à 3 grandes niches. Hein, la niche des navires à passagers, la niche du naval de défense et puis la niche du nautisme. Hein, la filière navale aujourd'hui, elle n'existe plus dans le transport de gaz, dans les porte-conteneurs, dans les vraquiers. L'essentiel de cette activité est maintenant en Asie. Donc, pour se développer, non seulement pour rester au niveau où se situe la filière, mais on a l'ambition dans cette filière de se développer. Les énergies marines renouvelables constituent réellement l'opportunité, la chance de son développement dans le court et le moyen terme. Alors oui, les énergies marines renouvelables constituent cette chance parce que essentiellement les 3 facteurs qui sont essentiels pour réussir tout projet industriel sont en train de se mettre en place. Je ne dis pas qu'ils sont en place, mais ils sont vraiment en train de se mettre en place. Tout d'abord, le marché, ensuite les solutions pour répondre à ce marché, et puis enfin les compétences. Alors le marché, les besoins sont clairement exprimés, ils sont importants, cela a été dit. Hein, dans les 20 prochaines années, les énergies marines renouvelables, le besoin potentiel en tout cas, représente l'équivalent de 10 centrales nucléaires de type EPR, donc ce n'est pas rien. C'est un marché qui représente à terme plusieurs milliards d'euros par an. Donc ces besoins sont là. Le contexte, je dirais, est favorable parce que la pression environnementale est forte. Elle sera de plus en plus forte pour réduire toutes les énergies carbonées et donc aller vers des énergies totalement décarbonées. Donc le besoin est là. Le marché, je dirais pas forcément encore. Il faudra bien entendu, comme cela a été dit justement, pour pouvoir répondre à ce besoin, le faire dans des conditions économiques
qui soit comparable ou du moins qui puisse concurrencer les autres secteurs, mais disons que le potentiel de ce marché est réellement devant nous. Les solutions technologiques, on en a parlé, elles sont en train de se développer, de mûrir. Certaines sont déjà mûres, d'autres sont proches de l'être. Encore faut-il encore prouver, améliorer ces technologies. Mais enfin, les produits sont en train de se développer. À signaler que les technologies à développer le spectre est très large. Hein. Il ne s'agit pas simplement de construire des machines, des hydrauliennes, des éoliennes, mais c'est également toutes les technologies liées à la génération électrique. Ce sont également tous les navires spécialisés pour poser toutes ces machines, pour les entretenir. C'est également toutes les installations portuaires spécifiques pour soutenir ces nouvelles installations. Et donc, le spectre des solutions technologiques à développer est extrêmement large. Et puis, le troisième facteur qui est également en train de se structurer, ce sont les compétences. Les compétences dans le domaine, dans la filière navale, sont déjà des compétences à forte valeur ajoutée. Hein, la filière navale développe aujourd'hui dans les trois niches dont je parlais des produits à très très forte valeur ajoutée. Hein, pardon. Dans le domaine naval de défense, la filière navale est une des trois meilleures filières au monde. Hein, la France est, dans le domaine des sous-marins par exemple, la seule filière, une des trois grandes filières au monde. Nous sommes également les deuxièmes au monde dans la filière nautique. Les navires à passagers, c'est aussi un domaine d'excellence de la France et de l'Europe. Donc nous avons déjà des compétences à très forte valeur ajoutée. Et donc ces compétences, nous allons les mettre, bien entendu, à la disposition de la filière des énergies marines renouvelables. Nous avons fait, comme ça a été dit, une analyse sur l'existant. Il y a environ près de 500 entreprises aujourd'hui qui ont des compétences à mettre à la disposition des énergies marines renouvelables. Et dans ces 500 entreprises, 70% sont déjà dans la filière navale. Donc, je dirais que le terreau est présent aujourd'hui. Il faut bien entendu adapter ces compétences à un certain nombre de spécificités liées aux énergies marines renouvelables. Mais disons que le travail est à l'œuvre, est en route pour adapter ces compétences et être au rendez-vous. Il s'agit bien d'un développement très important. Cette chance, c'est plus de 50 000 emplois nouveaux à créer dans les 20 prochaines années. Hein, si l'ensemble des trois facteurs dont je parlais, c'est-à-dire le marché, les solutions techniques et technologiques répondant à ce marché et les compétences sont en place en heure et également au niveau économique attendu. Ceci suppose que cette chance, nous la saisissions et que nous la saisissions collectivement. Mais je crois que pouvoir dire, en tant que président du groupement professionnel de l'industrie navale en France, que la volonté industrielle est là de se rassembler pour répondre positivement à ce besoin. Merci. Jean-Marie Point-Boeuf, vous avez montré à quel point c'était pas une chance, mais la chance. Vous avez évoqué la filière d'excellence que représente l'industrie maritime et navale. Comment, justement, peut-elle contribuer à une meilleure compétitivité? Dans quelle mesure est-ce que la filière que vous présidez peut contribuer aussi à une meilleure compétitivité et donc permettre, je dirais, un développement de nos exportations sur ces énergies marines renouvelables? Très rapidement.
très rapidement, je le dirais en un mot, la compétitivité dans ce secteur-là, c'est l'innovation. Ce n'est pas de courir plus vite, mais c'est vraiment d'être plus innovant, de trouver les solutions technologiques pour, comme cela a été dit, pouvoir répondre non seulement à la solution technique et technologique, mais également y répondre à un coût acceptable. Mais le coût acceptable, il sera trouvé dans l'innovation, c'est-à-dire à trouver les solutions technologiques qui permettront de construire, d'imaginer les machines qui répondent aux besoins à un coût économique. Et c'est vraiment l'innovation qui nous permettra de le faire. D'où l'importance de tous les projets de soutien que sont à travers l'ADEME, à travers les investissements d'avenir qui, justement, nous aident, nous les industriels, à trouver les solutions technologiques compétitives. Merci beaucoup, Marie Point-Boff. Madame la ministre Brigitte Gibardin, donc vous allez conclure cette première table ronde. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'Outre-mer. Vous êtes ici aujourd'hui la représentante spéciale des autorités de la Polynésie française. Donc à travers vous, c'est bien sûr la Polynésie, c'est aussi dans la zone Pacifique, peut-être la Nouvelle-Calédonie, mais c'est un petit peu l'Outre-mer qui va s'exprimer. Un Outre-mer à qui on doit pour 86%, donc c'est 11 millions de kilomètres carrés de la zone maritime française, deuxième zone maritime, encore une fois, loin devant le troisième, à 2 millions au-dessus de l'Australie, on peut le dire. Comment toutes ces énergies marines renouvelables peuvent-elles être aussi une chance pour l'outre-mer et, grâce à l'outre-mer, pour la France, voire même l'Europe? Merci beaucoup et bonjour à tous. Et merci au maire de Cherbourg, aux élus, à tous les élus de Basse-Normandie de nous accueillir aujourd'hui et au président Bal d'avoir pris cette initiative de ces assises sur un sujet qui est tout à fait essentiel. Alors, si vous le permettez, on va quitter un peu Cherbourg et on va partir à 20 000 kilomètres. Parce que je crois qu'on ne peut pas parler des énergies marines renouvelables sans parler de l'outre-mer. Et c'est vrai que la Polynésie française a une place tout à fait particulière à cet égard dans cet outre-mer. Pour la Polynésie française, le développement des énergies marines renouvelables, c'est à la fois une exigence et une chance. Une exigence parce qu'il suffit de prendre une carte. Et vous voyez que ce territoire français se trouve complètement isolé au milieu du Pacifique Sud. Et donc, l'autonomie énergétique, c'est une exigence. Il n'y a pas d'autre choix possible que d'atteindre l'autonomie énergétique par le développement des énergies renouvelables au sens large. Parce que, évidemment, le coût de l'importation des énergies fossiles est de plus en plus difficilement supportable pour des économies qui restent fragiles comme celle de la Polynésie française. Par ailleurs, il faut bien aussi avoir en tête qu'il y a une volonté de préserver l'environnement et la biodiversité extraordinaire de ce territoire. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que le gouvernement polynésien a mis en place une politique très volontariste qui a l'objectif de 50% d'énergie renouvelable en 2020 et 100% en 2030. Actuellement, on en est à 30%. Et dans le mix énergétique, même si l'hydroélectricité a aujourd'hui une place prépondérante, il est clair qu'à l'avenir, la part des énergies marines renouvelables sera de plus en plus importante. Ce développement des énergies marines, je le disais, c'est une exigence, mais c'est aussi une chance pour la Polynésie française, qui, vous le savez, a une vocation et des potentialités maritimes qui sont tout à fait évidentes. Plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, je dirais que c'est quand même grâce essentiellement à la Polynésie française que la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Ce territoire, c'est 5,5 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, c'est 10 fois la surface de la France métropolitaine. Et si on superpose la carte de la Polynésie française sur la carte de l'Europe, vous avez Papeete à la hauteur de Paris, vous avez les Marquises au niveau de la Scandinavie, vous avez les Tuamotu au niveau de Bucarest, les Australes au niveau de Naples et l'archipel de la Société au large de Brest. Et sur ces 5,5 millions de kilomètres carrés, seulement 4 000 kilomètres carrés de terre répartis sur 118 îles, dont le quart
est à Tahiti, sur l'île de Tahiti. Donc globalement, ce territoire, c'est 99,9% de mer et 0,1% de terre. Donc je crois qu'on comprend facilement ce potentiel unique en matière d'économie bleue dont dispose la Polynésie et qui est devenu, au cours de ces dernières années, un véritable laboratoire en matière de recherche et de développement des énergies marines, et dont certaines sont entrées dans une phase industrielle. Donc, j'ai entendu tous mes prédécesseurs intervenants. On a beaucoup parlé d'énergie sur le long terme, d'énergie d'avenir, mais je voudrais rappeler qu'en Polynésie, il y a déjà une énergie marine qui est rentrée dans sa phase industrielle, et le président Ball en a parlé tout à l'heure. C'est le fameux système SWAC, Seawater Air Conditioning, qui est en fait une façon d'utiliser l'eau de mer froide des profondeurs pour alimenter les systèmes de climatisation. Ce principe technique consiste à aller chercher des eaux de mer à des températures assez basses, de 4 à 5 degrés, situées entre 800 et 1000 mètres de profondeur, et de les remonter jusqu'à un échangeur via des pompes, et de se servir de ces eaux froides pour réfrigérer un réseau de climatisation. Donc ce SWAC a permis d'utiliser un système de refroidissement à un coût énergétique inférieur de 70 à 80% par rapport à l'utilisation des compresseurs électriques utilisant les énergies fossiles. Donc c'est en Polynésie qu'on a pu réaliser cette première mondiale, avec tout d'abord l'équipement de l'intercontinental de Bora Bora et tout récemment de l'hôtel Le Brando sur l'atoll de Tetiaroa. Donc nous avons déjà ces deux hôtels de très haut de gamme qui sont équipés avec ce système. Et assez rapidement, puisque la décision a été prise, l'hôpital de Papeete sera également équipé pour sa climatisation de ce système. Et donc, vous le voyez, la Polynésie a servi un petit peu de laboratoire, est rentrée dans cette phase industrielle, et je crois qu'actuellement il y a un très gros projet sur l'île de la Réunion de construction de logements avec ce système SWAC. Alors je voudrais également préciser que c'est aussi grâce à la technologie française qu'on a pu mettre au point cette énergie, et puisque c'est le bureau d'études Créocéan et l'entreprise Géocéan qui pour le génie sous-marin qui ont été à l'œuvre sur cette énergie marine qui, encore une fois, est désormais dans une phase tout à fait opérationnelle et industrielle. Pour la Polynésie, il y a 3 autres sources d'énergie marine qui ont un avenir prometteur. Il y a tout d'abord l'énergie de la houle, avec des potentialités notamment importantes dans l'archipel des Australes. Et le gouvernement polynésien a l'intention de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour faire émerger des projets de développement de cette énergie, qui, encore une fois, présente pas mal d'intérêt pour la Polynésie, où il y a visiblement des potentialités. Et il y a notamment le projet de mise en place d'une centrale houlomotrice sur la côte sud de Tahiti. Deuxième type d'énergie qui peut avoir aussi un avenir prometteur en Polynésie, c'est l'énergie hydrolienne. Même si, a priori, en raison de la taille des installations et des courants qui ne sont pas suffisamment réguliers et puissants en Polynésie française, on a pu s'interroger à un moment sur l'opportunité de développer ce type d'énergie. Et puis à la suite d'une étude de l'IFREMER et de l'ADEME, le gouvernement polynésien étudie actuellement la faisabilité, là aussi, du lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place d'un projet d'expérimentation d'une hydrolienne dans la passe de Kaki, qui se situe sur l'atoll de Ao. Et selon des dernières études de courantologie, il semblerait que ce soit assez encourageant au terme des résultats de cette étude. Mais concernant l'énergie hydrolienne, il est clair qu'en Polynésie, c'est surtout le développement de petites unités dans les îles qui sera privilégié. Enfin, dernier type d'énergie marine à l'avenir prometteur, même si c'est peut-être un peu plus lointain,
c'est l'énergie thermique des mers. Alors on se souvient que dans les années 70-80, il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce type d'énergie, puis c'est retombé. Je crois qu'aujourd'hui, on s'intéresse à nouveau à ce type d'énergie fondée sur la différence de température entre les eaux de surface et les eaux profondes, où là encore, il y a des potentialités tout à fait intéressantes en Polynésie. Actuellement, une société privée lance une étude de faisabilité d'une centrale thermique des mers. Et il est clair que on ne pourra passer dans une phase opérationnelle qu'une fois précisé non seulement le coût qui pour l'instant est encore très élevé de ce type d'installation, et aussi les améliorations d'une technologie qui, aux dernières nouvelles, semble avoir de plus en plus d'avantages, avec notamment des diamètres de canalisation qui sembleraient qui seraient à la baisse et permettraient plus facilement la construction de telles centrales. Alors je voudrais, avant de terminer, peut-être évoquer la façon dont ce type d'énergie, du moins outre-mer, pourrait être favorisé. À mon sens, il y a deux éléments à prendre en compte. Je crois que si on veut réellement que ces énergies soient de plus en plus à une place privilégiée, il faut tout d'abord une impulsion politique et deuxièmement un accompagnement financier. S'agissant de l'impulsion politique, je crois qu'on sera tous d'accord pour considérer que l'outre-mer doit être à l'avant-garde de la transition énergétique. Je crois profondément que les énergies de demain, elles seront inventées outre-mer et sans doute beaucoup dans le Pacifique. Et pour avancer dans nos efforts aussi bien de recherche-développement que de processus d'industrialisation, je crois qu'il faut qu'on ait une mobilisation coordonnée de tous les acteurs, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, les différents acteurs publics, peuvent être EDF, Ifremer, l'ADEME, l'IRD, le CNRS, et enfin les porteurs privés de projets. Donc c'est avec cette mobilisation coordonnée, je crois qu'on arrivera à faire progresser ces énergies. Enfin, l'accompagnement financier. Alors je vais être assez claire, je crois que quand on arrive au stade de l'investissement, si on veut vraiment intéresser des investisseurs sur des projets qui utilisent les énergies renouvelables au sens large et les énergies marines en particulier, à mon sens, il n'y a pas d'autre méthode, d'autre instrument que celui de la défiscalisation, qu'elle soit nationale ou locale. Je rappelle que la Polynésie française est une collectivité dotée de l'autonomie fiscale, donc avec la possibilité de cumuler une défiscalisation locale et une défiscalisation nationale. Comme vous le savez, j'avais fait voter en 2003 une loi qui permettait de défiscaliser à des taux particulièrement intéressants, puisqu'il s'agissait d'un taux de 60%, tous les projets d'investissement qui utilisaient des énergies renouvelables. J'ai eu l'occasion à maintes reprises de regretter que ces taux aient été soit rabotés, soit carrément la défiscalisation supprimée sur les énergies renouvelables sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il est vraiment plus que jamais urgent d'utiliser à nouveau cet instrument pour cibler sur les énergies renouvelables en général et sur les énergies marines en particulier cette défiscalisation qui, encore une fois, vu l'état de nos finances publiques, est sans doute le seul moyen d'accompagner les porteurs de projets pour la réalisation de leurs usines ou centrales qui seront évidemment d'un intérêt tout à fait particulier dans le cadre de cette transition énergétique que tout le monde appelle de ses voeux. Pour terminer, puisque cet aperçu de l'outre-mer et de la Polynésie française a été rapide, je vous propose de le prolonger d'une façon très particulière, et je me permets, au nom du gouvernement de la Polynésie, de vous inviter à tenir vos deuxièmes assises en Polynésie française, où nous serons tout à fait ravis de vous accueillir. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Alors peut-être avant de terminer la table ronde, puisque nous sommes à l'Outre-mer, je voudrais vraiment saluer également la présence dans la salle de la sénatrice maire de Saint-Pierre-et-Miquelon, Madame Karine Clairaut. Peut-être Karine, tout à l'heure, au terme de la seconde table ronde, si vous voulez dire quelque chose sur Saint-Pierre-et-Miquelon et le potentiel des énergies marines renouvelables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça sera bien sûr avec grand plaisir. Merci également, chère Karine, de votre présence. Merci à chacun d'entre vous pour ces précisions, ces éclaircissements, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Un grand merci.